Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité nationale ce 21 février, cette visite officielle du chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez au Maroc. Et nous consacrons donc naturellement cet épisode aux relations maroco-espagnoles. Une relation de mitoyenneté historique qui a su évoluer, s'adapter pour couvrir un large spectre qui s'étend du sécuritaire au footballistique en passant manifestement par l'économique. Cette visite vient ancrer une coopération stratégique qui est basée sur la confiance, le respect et l'intérêt mutuel. La visite au Maroc du président du gouvernement espagnol s'inscrit aussi dans la continuité de la rencontre avec Sa Majesté le roi Mohamed VI en avril 2022 qui a insufflé, rappelons-le, une dynamique sans précédent aux relations bilatérales consolidées par la réunion de haut niveau et échanges intenses de visites de hauts responsables de part et d'autre. D'ailleurs, en décembre dernier, la première visite du chef de la diplomatie espagnole en dehors de l'UE à un pays étranger après la reconduction du gouvernement, eh bien c'était à Rabat. Alvarez s'était rendu donc à Rabat pour y rencontrer son homologue Nasser Bourita. Nous allons bien naturellement deep diver dans ces relations dans toutes leurs formes ce soir dans cette émission en compagnie de mes invités et en l'occurrence l'expert en relations internationales, professeur à l'Université Mohamed V de Rabat, professeur Zakaria Boudahab. Bonsoir professeur Aboudahab. Bonsoir chère Madame Khadija, merci de l'invitation. Merci à vous de l'accepter et de participer au débat ce soir. En face, un plaisir aussi que de l'accueillir toujours. C'est un plaisir de l'accueillir sur le plateau de questions d'actu, le professeur Mostafa Sahimi, politologue, qu'on ne présente plus. Bonsoir, professeur Sahimi. Se joint à nous depuis Madrid l'économiste espagnol et président de la fondation indépendante Audatio. Il s'agit d'Aldo Olcese. Bonsoir, monsieur Olcese, merci de vous joindre à nous. Bonsoir, c'est mon plaisir. Alors, avant de commencer le débat, messieurs, dames, dans un entretien exclusif accordé à Média TV dans le cadre de cette visite du chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez, l'ancien chef du gouvernement espagnol José Luis Zapatero a répondu aux questions du directeur de l'information de Média TV, Nabil Drouch. Il a, entre autres, qualifié les relations maroco-espagnoles de très positives. Écoutons un extrait de cette interview. Una relación en estos momentos, en mi opinión, muy positiva entre Marruecos y España, entre España y Marruecos. Actuellement, à mon avis, les relations entre le Maroc et l'Espagne sont très positives. La visite du président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, au Royaume du Maroc, vise à certifier, accréditer et consolider cette relation, représentant potentiellement le meilleur moment de l'histoire des liens entre les deux pays. En conséquence, j'accorde une grande importance à cette visite. D'un point de vue politique, la confiance joue un rôle clé dans la relation politique entre les deux pays, avec une grande confiance mutuelle entre les deux gouvernements. Sur le plan économique, le volume des échanges commerciaux est à son plus haut niveau. En matière de sécurité et d'assistance face aux défis liés à la sécurité et à l'immigration pour les deux nations, la collaboration est exceptionnelle. En ambos países la colaboración es extraordinaria. Esto tiene una gran importancia. Cela revêt une grande importance, surtout à un moment historique où de nombreux conflits éclatent à travers le monde, touchant presque tous les continents et impliquant de nombreux pays. Nous pourrions bien vivre une période de tension sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans ce contexte, l'exemple positif de relations entre les deux pays voisins avec une histoire si intense comme l'Espagne et le Maroc au sein de l'Europe et de la communauté internationale est extrêmement encourageant. C'est un motif de satisfaction que nous devrions saluer. Voilà, alors on l'aura compris après cette déclaration sans équivoque de l'ancien chef du gouvernement espagnol que les relations sont au meilleur de leur histoire et que cette politique de confiance est mutuelle, mais aussi à cette réciprocité dans les intérêts communs, le contexte aussi géopolitique et aussi donc avec cette visite du chef du gouvernement reçue d'ailleurs par Sa Majesté le roi Mohamed VI
aujourd'hui même, donc à Rabat, Mustafa Sahimi. Nous sommes vraiment dans la continuité de la solidification du rapprochement et dans des relations mutuelles amenées à se développer dans le temps, quel que soit le contexte régional ou international. C'est vrai, vous avez raison de le relever, sauf à noter ceci. Le protocole conventionnel veut que ce soit un président du gouvernement espagnol qui effectue une visite d'amitié et de travail au Maroc et qui soit reçu par son homologue marocain, en l'occurrence donc le chef du gouvernement marocain Aziz Arnouch. Ça, c'est le format conventionnel. Il se trouve que cette visite a maintenant un rehaussement particulier, puisqu'il y a une audience royale qui signifie beaucoup de choses. Signifie d'abord l'intérêt particulier qu'accorde le souverain à la préservation, à la consolidation des relations entre Rabat et Madrid. Ensuite, le fait qu'il y a là tout le poids royal pour consacrer les acquis et en même temps jeter les bases des pistes de consolidation des relations bilatérales. Troisième point aussi, c'est le fait que vis-à-vis de l'opinion publique espagnole et de l'opinion publique internationale, évidemment, ça fait sens, parce que le souverain de ce pays reçoit un chef de gouvernement espagnol en l'occurrence, et que donc ce sont des messages importants qui traduisent la nature et la dimension ainsi que la qualité des relations entre les deux pays, sur lesquels on va sans doute revenir. Oui, et dans la continuité, notamment cette forte impulsion donnée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à ces relations, et lors de sa rencontre, déjà en avril 2022, avec le chef du gouvernement. Bon, il faut juste rappeler peut-être à nos téléspectateurs qu'il était chef du gouvernement en 2022, mais entre-temps, il y a eu des élections, et puis Pedro Sánchez a été reconduit à la tête de cette composition gouvernementale espagnole. Peut-être un mot sur l'importance de ce genre de visite d'amitié, vous l'avez rappelé. Visite de travail et d'amitié. Et d'amitié, voilà, c'est cela. C'est une visite officielle, c'est aussi et surtout une visite d'amitié et de travail. Tout à fait. Diplomatiquement parlant, elle s'inscrit dans le cadre d'un certain nombre d'instruments régulateurs de cette relation entre deux pays du voisinage immédiat, de part et d'autre, septentrional pour le Maroc et méridional pour l'Espagne. Rappelant qu'en 1995, il y a eu conclusion de l'accord de coopération d'amitié et de bon voisinage. Ça, c'est important, sans parler de l'ONU lorsqu'elle avait adopté aussi des résolutions y afférentes sur la nécessité de développer des relations amicales entre les nations. Et par la suite, je voudrais quand même rappeler une chose importante, puisque Sa Majesté lui-même suivait l'évolution des relations après le clash qui a eu lieu en mai 2021. Et je m'en souviens, il y avait un discours très important en août 2021, lorsque Sa Majesté lui-même disait qu'il suivait personnellement la marche et l'évolution de la relation. En janvier 2022, Sa Majesté le roi d'Espagne avait dit qu'il souhaitait que les relations entre le Maroc et l'Espagne puissent accéder à une nouvelle ère et développer une nouvelle génération d'accords. Et par la suite, c'était avril 2022, c'était en plein Ramadan, lorsque Sa Majesté avait reçu M. Pedro Sánchez avec l'équipe qui l'accompagnait. Et par la suite, il fallait préparer quand même le terrain pour la rencontre de haut niveau entre les deux parties. C'était en février 2023. Je rappelle qu'il y avait d'abord le 1er février, c'était le Forum des hommes d'affaires. M. Alvarez, par la suite, est venu, après donc ces élections, qui nous ont un peu coupé le souffle, dans le sens où, c'est vrai, le Parti socialiste ouvrier espagnol, dont relève M. Zapatero, et je m'en souviens, en 2004, il avait visité le Maroc en premier lieu, après les attentats terroristes de Madrid, et il fallait donc préparer cette visite. Il a rencontré M. Borita, et je crois que même Sa Majesté, en février 2023, en raison d'un agenda chargé, avait émis le souhait de voir M. Pedro Sánchez visiter le Maroc. On voit donc très bien que les procès sont maîtrisés, qu'il y a un pilotage, qu'il y a un suivi. Je crois que cette visite vient, encore une fois, réimpulser ce qui a été comme un impetus, impulser ce qui a été ce qui a été acté et notamment inscrit dans la feuille de route de février 2023. J'aimerais bien entendre à présent aussi la perspective du côté espagnol, Monsieur OLCC. Je rappelle
Donc vous êtes économiste et comment est perçue justement cette visite du chef du gouvernement au Maroc, du chef du gouvernement espagnol, et puis cette réception par la plus haute autorité du pays, par Sa Majesté le roi Mohamed VI? Je dirais que très bien. L'opinion publique espagnole est heureuse de voir qu'il y a un bon rapport de voisinage avec le Maroc. Vous savez, un bon voisinage représente toujours une bonne nouvelle, une bonne opportunité, un bon espoir. Je dirais que maintenant, il faut ajouter quelques critères additionnels que je vois dans la relation et qui sont très, très positifs. Il y a, mon collègue le professeur l'a dit, il y a une confiance, il y a un respect, mais je vois que c'est un rapport solide, fiable, généreux et loyal. Ce sont des adjectifs qui sont très, très importants pour définir le nouveau rapport entre l'Espagne et le Maroc. C'est la 5e visite de notre Premier ministre et ça donne quand même une vision de normalité. C'est un autre concept que je pense qu'il faut introduire. Parce que les relations bilatérales hispano-marocaines ont été toujours, cerclées par des hauts, des bas, des problèmes, des difficultés, parfois des bons moments. Mais maintenant, il y a une continuité. Ça a été dit et je le souligne. Mais cette continuité rentre dans une normalisation, une normalité. D'une façon naturelle, il y a un rapport entre les deux gouvernements, entre les deux chefs de gouvernement, non seulement avec Sa Majesté. Sa Majesté donne toujours, le cachet de l'honorabilité, l'honneur, rendre le respect de Sa Majesté à la visite de notre Premier ministre qui présente l'amitié et qui présente les dossiers de travail au gouvernement marocain. Et toujours l'espoir de Sa Majesté Mohamed VI, comme l'espoir de Sa Majesté Felipe VI, est de défendre ce rapport bilatéral, de le présenter à nos opinions publiques d'une façon positive, d'une façon naturelle, d'une façon normale. Ça, c'est la meilleure nouvelle que nous pouvons célébrer aujourd'hui. Alors, célébration, donc sous le signe de la célébration, sous le signe, je reprends les termes de M. Olcese, de la fiabilité, de la générosité et de la loyauté. Mustafa Sahimi, vous vouliez rebondir. C'est une doctrine intéressante et je crois qu'elle est maintenant intégrée du côté espagnol, tant il est vrai que les relations entre Rabat et Madrid ont connu un certain nombre de situations particulières. Si vous reprenez l'histoire, il y a un paradoxe, si je puis dire, c'est l'étroitesse des liens entre les deux pays, culturels, historiques, économiques, commerciaux, etc., sans oublier la dimension humaine, on va y revenir, mais en même temps, il y a eu toujours, en telle ou telle circonstance, des crispations, soit sur les questions migratoires, soit sur les questions de Septimilia, soit sur les exportations agricoles, etc. Et comme les deux pays ont des tempéraments, j'allais dire, méditerranéens, donc ça s'enflamme notamment les opinions publiques et la presse, etc. Je crois que nous sommes arrivés maintenant à une stabilisation consolidée de ce bilatéral privilégié. Autre observation... Mais alors, Zapatero tout à l'heure le décrivait comme le meilleur momentum des relations, ce qu'on est en train de vivre, ces relations maroco-espagnoles. Vous avez parlé d'histoire, il a évoqué le meilleur momentum des relations. Le responsable socialiste espagnol, il a raison, c'est-à-dire qu'avec le recul, on n'a jamais connu une situation normalisée, comme le dit notre ami de Madrid, avec autant d'efficacité et d'appui. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'accord sur un certain nombre de principes devant régir les relations bilatérales. Il y a aussi le fait qu'il y a une importance majeure des intérêts économiques. Ça fait ce qu'on appelle un matelas d'intérêts qui sert d'amortisseur donc pour des frictions éventuelles. Il y a un autre point tout de même, c'est que ce sont deux monarchies. Ce sont deux monarchies qui ont le même destin, avec des relations personnelles entre les deux souverains,
entre les pères des deux souverains et les deux familles royales. Les deux familles se connaissent, ont des liens personnels, etc. Et ça s'ajoute, d'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, le premier message positif de la nouvelle orientation de la politique de Madrid à l'endroit du Maroc et des provinces sahariennes, c'est un message du roi d'Espagne de janvier 2022. C'est quand même intéressant, alors que statutairement et institutionnellement, disons qu'il n'a pas compétence pour intervenir. Donc voilà, tout ça se tient. Autre point aussi, il y a un code culturel qui s'est installé et diplomatique s'est installé dans les relations bilatérales. C'est une tradition dont il faut se réjouir. C'est que la tradition, c'est qu'un chef de gouvernement, un président de gouvernement espagnol, une fois investi, son premier voyage hors Europe, il est au Maroc. Et c'est le cas aujourd'hui. C'était le cas donc avec la visite de Pedro Sánchez précédemment, et c'est le cas suite à sa réinvestiture le 15 novembre dernier, voici 3 mois, par le Parlement espagnol. Donc autant Rappelons aussi la visite de Alvarez, du chef de la diplomatie. Sa première visite hors UE a été vers Rabat. Donc il y a un attachement maintenant, une tradition diplomatique qui se consolide, et tout ça éclaire évidemment de manière particulière la nature, la dimension des relations bilatérales. Maintenant, pour le champ de coopération, le champ de coopération couvre un certain nombre de secteurs, on va sûrement l'évoquer. Oui, vous avez parlé d'un matelas, je veux reprendre, un matelas stratégique. Et parmi ces matelas stratégiques, vous avez évoqué un point très important, c'est sur le volet diplomatique. Justement, commençons par le volet diplomatique, si vous le permettez, Zakaria Aboudahab. Sur le volet diplomatique, Alvarez qui était, on peut le rappeler, parce que c'est une émission d'actualité, qui était censé rendre visite aux voisins de l'Est, et bien finalement... ce n'est pas que Alvarez qui vient au Maroc, mais aussi le Premier ministre espagnol. Peut-être un mot et comment cela peut être perçu? Alors, il y a parfois des moments de nervosité. Je sais qu'il est très difficile de se mettre à la place d'autres. Mais en tout cas, dans le monde diplomatique, que signifie cela et comment cela doit être compris? Voilà, le message, il est certes clair, mais comment doit-on le percevoir avec une perspective purement diplomatique? Oui, tout à fait. On va donner quelques faits quand même. Bon, lorsque les relations diplomatiques entre le Maroc et l'Algérie ont été rompues par décision unilatérale d'Alger. C'était, je m'en souviens, en août 2021. Il y a eu par la suite la discussion sur le sort du gazoduc qui avait une dimension européenne, parce que donc l'Espagne est la porte d'accès à l'Europe, si Alger allait continuer à faire transiter le gaz par le Maroc ou pas. Et finalement, en octobre, elle a décidé de le suspendre. L'Espagne, généreusement, mais par accord avec le Maroc, a décidé, en flux inversé, de réacheminer le gaz d'Espagne vers le Maroc. Et je m'en souviens, à l'époque, Alger a eu une réaction disproportionnée par rapport à cette coopération d'amitié, de solidarité, de bon voisinage. Et à un moment donné, Alger était un peu inquiet de l'évolution très positive des relations avec le Maroc, et notamment à l'aune de la position, je dirais, courageuse de l'Espagne soutenant le plan marocain d'autonomie, qui d'ailleurs fait écho aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité depuis avril 2007. Ce que je comprends aujourd'hui, quand bien même Alger, bon, il a rappelé l'ambassadeur après. Il a plaidé pour son retour en poste. Et par la suite, Alger avait suspendu même l'accord de coopération, je pense, de 2000 ou 2002 avec l'Espagne. Par la suite, il était question carrément de suspendre les relations commerciales, etc. Donc, ce que nous comprenons aujourd'hui, à l'aune de cette annulation de la visite, je ne sais pas de la part de qui, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a encore des dossiers épineux sur la table entre les deux parties. Il y a là nécessairement des questions liées même à la position et au positionnement du Maroc, et par rapport aussi à la position de l'Espagne concernant la question du Sahara, qui est irréversible. À mon avis, c'est un gain. Ce professeur avait parlé de la normalité. Aujourd'hui, nous sommes dans des fenêtres d'opportunité qui sont considérables. On n'a pas le temps de discuter sur des chamailleries, si vous voulez, ou des chicaneries qui sont dépassées. Nous avons beaucoup d'enjeux, beaucoup de questions fondamentales.
non seulement la liaison fixe qui est remise sur la table, mais également le mondial 2030, la question de la régulation des flux, etc. Je voudrais dire, Madame Khadija, c'est très important. On a parlé du matelas d'intérêt et de ce bol de spaghettis, mais cette fois-ci en termes d'interdépendance croissante. Ça veut dire que, vous savez, ce sont des théories auxquelles même Montesquieu avait contribué en parlant du commerce adoucissant, de la paix républicaine et que les démocraties ne se font jamais la guerre. Et lorsque, d'ailleurs, ça vous intéresse énormément, puisqu'on dit en géoéconomie, le drapeau suit le commerce. Donc, souvenez-vous, flag follows trade. So, quand on crée de la solidarité économique, nécessairement, les questions politiques peuvent se fondre si on a des différends de part et d'autre. Definitely follows the trade, parce que l'Espagne est le premier partenaire commercial au Maroc est en train de se positionner pour rafler aussi la tête du podium des investisseurs étrangers dans le royaume. Un autre des matelas qui sont des plus nécessaires avant d'évoquer justement le matelas économique, il s'agit du matelas sécuritaire. Alors tout récemment, le directeur général de la Sûreté nationale de la surveillance du territoire, c'est Abdelatif Hemouchi, a reçu à Rabat le commissaire général d'information espagnol. Donc, pareil, visite de travail à la tête d'une importante délégation sécuritaire. Beaucoup de points sécuritaires. Et j'aimerais bien qu'on explique un peu cette importance que revêt la solidité, d'ailleurs que M. Zapatero a félicité la collaboration dans le volet sécuritaire, notamment immigration, qu'il a dit qu'elle était importante pour les deux côtés. Elle était importante pour Rabat, tout autant pour Madrid. Peut-être, Monsieur Olcese, un commentaire sur le volet sécuritaire de ces relations. Je veux bien souligner que c'est un volet très important. Je dirais plus que le Maroc émerge comme le partenaire plus fiable du côté de la sécurité internationale pour les Occidentaux, dans le volet terrorisme, dans le volet immigration de l'Afrique, immigration illégale. La position du Maroc a été claire et nette, avec un engagement fort pendant les dernières années, qui présente le pays comme le partenaire, je dirais pas un partenaire, je dis le partenaire le plus important, pas seulement pour l'Espagne, mais pour l'Europe et pour le monde occidental dans le volet de la sécurité. C'est un volet important auquel l'Europe donne une criticité formidable et c'est un sujet qui, à l'avenir, devient absolument stratégique, absolument définitif. Donc la coopération du Maroc, l'engagement du Maroc, les sacrifices du Maroc sont bien reçus, bien valorisés, même au niveau international et pas seulement au niveau espagnol. L'Espagne est la porte d'entrée entre le Maroc et l'Europe. Et c'est pour ça que le protagonisme est un peu plus important. Mais c'est un concept qui affecte à la communauté internationale. Et le Maroc a su se présenter comme un allié fondamental, je dirais imprescindible, pour la sécurisation du monde. Et ça, c'est une chose qu'on ne dit pas assez et suffisamment, mais qui est un volet très, très important et qui donne au Royaume du Maroc une importance de criticité dans les rapports internationaux. Je voudrais ajouter que le Maroc a su jouer bien ses cartes parce que c'est un pays un peu unique qui a des rapports privilégiés avec les États-Unis, qui a des rapports privilégiés avec la Chine, qui est en train de faire des investissements importants dans le territoire du Royaume, qui a une relation privilégiée avec l'Europe. Donc, c'est un croisement de chemins un peu unique. Et ça, c'est un grand avantage qu'a le Maroc pour se présenter dans le contexte international comme une pièce fondamentale. Pour ne pas parler de sa position en Afrique comme tête de pont de toutes les activités que les Européens peuvent songer à développer en Afrique, qui est un continent difficile, mais que de la main du Maroc,
peut se gérer d'une façon beaucoup plus efficace. Et donc, je souligne que dans le volet de la sécurité, c'est le partenaire. Je crois personnellement que le Maroc est un pays destiné à être un partenaire privilégié de la NATO dans les prochaines années. Et ça sera le premier pays africain qui pourrait être un acteur majeur et principal. Et c'est une très, très bonne nouvelle et c'est une très, très importante nouvelle que je souhaite puisse voir la lumière dans les prochains mois, dans les prochaines années, le plus tôt possible. Parce que ça va donner une stabilité, une sécurité. Et il faut même souligner le versant atlantique. Exact. Maintenant, j'écoute avec grand plaisir que le Maroc regarde avec un grand intérêt, parce que c'est un pays atlantique, je dirais plus nord-atlantique. Si on le voit dans la géographie, c'est le nord-atlantique et ça lui donne une présence non seulement géographique, mais aussi du côté conceptuel pour être un partenaire de première ligne dans le domaine de la sécurité mondiale. Absolument, d'autant plus que, rappelons que c'était en juillet 2022 et ce virage stratégique pris par l'OTAN, c'était à Madrid d'ailleurs, coïncidence, la voie a été ouverte au renforcement, oui Mustafa, du partenariat avec le Maroc, notamment entre justement cette alliance atlantique, l'OTAN et le Maroc, dans le respect de sa neutralité, très important quand on parle de multilatéralisme, quand on parle aussi de cette multitude de partenariats. Il est important de garder une position neutre. Et ça, c'est Mustafa, vous vouliez, oui, vous voyez impatient. Ah non, je ne suis pas impatient. Je voudrais nuancer ce qu'a dit notre collègue de Madrid pour ce qui est des relations entre le Maroc et l'OTAN. Le Maroc est membre allié majeur, non membre de l'OTAN depuis 2004, exact, avec l'Égypte et la Jordanie. Je ne pense pas, j'interroge mon collègue madrilène, je ne pense pas que l'ambition du Maroc ou son objectif soit d'être membre à part entière de l'Organisation du traité d'Atlantique Nord de l'OTAN. Parce que c'est une autre configuration. C'est pour ça que j'ai évoqué le principe de neutralité. Neutralité, c'est pour ça que je rebondis sur ce que vous avez dit. Et l'ambition du Maroc, ce n'est pas d'être un État membre de l'OTAN. Pourquoi ? Parce que le coût diplomatique, militaire, sécuritaire de cette adhésion serait énorme par rapport à des gains éventuels. Et ça nous mettrait dans un système de défense qui va, si vous voulez, peser sur l'autonomie de décision, notre politique de défense, etc., et que ça va corseter aussi notre diplomatie. Donc, le Maroc, vous l'avez dit, il est ouvert, évidemment, il y a ce statut particulier que j'ai évoqué d'allié majeur non membre de l'OTAN, mais il a une diplomatie de multi-alignement, attestée par toutes les ouvertures de la vision royale, déclinée depuis plus de décennies, vers des latitudes comme l'Asie, l'Amérique latine et a fortiori l'Afrique, etc. J'y reviens pas. Maintenant, pour la question sécuritaire, pourquoi le Maroc s'est taillé et a capitalisé ce statut particulier pour ce qui est des questions sécuritaires? D'abord, des raisons de politique intérieure. La sécurité, c'est une attribution régalienne de l'État. Et il faut veiller à assurer la quiétude des citoyens et la protection des biens des personnes. Sur ce plan-là, l'appareil sécuritaire est à la hauteur de sa mission, tout le monde en convient. Et les Marocains se félicitent de l'efficacité de l'appareil sécuritaire qui fait du Maroc un havre de paix compte tenu de ce que l'on voit au Maghreb et ailleurs. Deuxième point, il a capitalisé, accumulé une expérience, une expertise qui profite à la communauté internationale. Et ça se situe dans le cadre de quels principes ? Des principes de la Charte des Nations Unies, exact, la paix, la sécurité, la coopération. Et c'est pour ça qu'il offre cette expertise-là dans des cadres de coopération variés, donc à l'Union européenne, aux États-Unis, à d'autres pays du Golfe,
à des pays africains, et en particulier pour ce qui est de l'Espagne, où je puis vous dire que la coopération sécuritaire est extrêmement étroite et fonctionne de manière optimale. Alors, pourquoi il y a un paramètre particulier pour ce qui est des relations sécuritaires Maroc-Espagne? Ça tient à un certain nombre de facteurs. Lesquels? La lutte contre l'immigration irrégulière. C'est extrêmement important et vous savez que le Maroc, sur ce plan-là, déploie beaucoup d'efforts à cet égard. Exact. Alors, il y a un autre point, bien sûr, important et qui est revenu lors de cette visite du chef du gouvernement espagnol et sa réception par Sa Majesté le roi Mohamed VI aujourd'hui au Palais Royal de Rabat. Et ce président du gouvernement espagnol qui salue les initiatives stratégiques lancées par le souverain, notamment l'initiative des pays africains riverains de l'Atlantique, l'initiative royale pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique, ainsi que le gazoduc africain Atlantique Nigeria-Maroc. Et donc, il a marqué l'intérêt de l'Espagne à ces initiatives purement africaines. D'ailleurs, ça a été soulevé tout à l'heure par M. Olcese. Tout à fait. Donc, ce triptyque maintenant. C'est exactement, c'est un triptyque. Espagne, Maroc, l'Afrique subsaharienne. Et l'Afrique subsaharienne. Tout à fait. Donc ce sont des directions croisées, des interconnexions intelligentes. Cela tient à des lois géographiques stables, si vous voulez, les faits étant têtus. D'ailleurs, souvent on dit, de part et d'autre, que l'Espagne étant la porte de l'Europe, le Maroc étant la porte de l'Afrique. Et aujourd'hui, la réflexion va au-delà d'une territorialité ou d'une spatialité qui est étroite. On est plus dans des projections internationales, continentales, intercontinentales. Cela est important. Et on peut mettre en adéquation nos armes, si vous voulez, diplomatiques, Maroc-Espagne, dans le cas de la triangulation. Je le vois très bien, puisque l'Espagne est également un pays atlantique, il ne faut pas l'oublier, nord-atlantique, mais elle a aussi les îles Canaries. Et donc, elle a aussi des projections, des soucis même en termes de sécurisation du trafic maritime. Ce qui se passe en mer Rouge nous impacte, parce qu'il y a Gibraltar. Donc, chaque jour, vous avez des cargos qui passent, ne serait-ce que pour évoquer cet aspect-là. Deuxièmement, quand on parle de la sécurité, c'est un complexe, si vous voulez, un complexus, comme on dit, paix, sécurité, développement. N'oublions pas que l'idée, c'était de créer, de stabiliser notamment la Méditerranée occidentale. Parallèlement à ce que disait M. le professeur, il y a également... C'est vrai, le dialogue méditerranéen de l'OTAN, avec le nouveau concept stratégique de l'OTAN aujourd'hui, la sécurité n'est pas seulement territoriale, elle est plutôt globale. Je voudrais aussi ajouter la question de la paix-sécurité. Si Mustapha parlait de coopération, je parle aussi de développement durable et inclusif, pour faire écho aux objectifs du développement durable. Les 17, vous voyez, à commencer par la lutte contre la pauvreté. Moi, ce qui est intéressant de la démarche du Maroc avec l'Espagne, c'est que le plaidoyer, ce n'est pas seulement de faire du replâtrage ou d'attaquer seulement les symptômes des problématiques, mais d'aller vers des solutions étiologiques. C'est aller vers les racines. Et je crois que là, nous avons tout un chantier ensemble, puisque si les pays enclavés sahéliens, en particulier le Tchad, Mali, Burkina et le Niger, qui ont des ressources naturelles extrêmement importantes, sous-exploitées, mal exploitées ou non exploitées. Accéder à l'Atlantique, ça va leur ouvrir les voies vers la navigation commerciale, développer le commerce, développer la croissance. Et c'est là l'intérêt d'une vision qui est long-termiste à mon sens, qui permettrait de conjuguer les moyens. Et je vois très très bien que la relation du Maroc avec l'Espagne est aussi transversale. Et les sud-méditerranéennes, on peut parler du Forum 5+5 défense et au-delà, on peut parler du nouvel agenda de la Méditerranée, on peut parler de la rencontre des deux rives, etc. Et donc l'extension, c'est par rapport au continent africain, par rapport aux intégrations économiques régionales comme la CENSAD. On n'en parle pas assez, la communauté des États sahélo-sahariens. Même la CEDEAO impactée peut-être par la décision de retrait de certains pays, c'est leur affaire intérieure. Et la ZLECAf qui arrive. Et la ZLECAf. Donc, Madame Khadija, l'effet multiplicateur, coefficient multiple, mais bœuf avant la charrue. Il faut les moyens, il faut l'infrastructure, il faut travailler. Moi, je crois qu'il faut entrevoir les perspectives de façon, je dirais, réaliste et optimiste. Et surtout que, justement, c'est ce point de liaison entre ce Sud global et ce que l'on appelle cet Atlantique Nord. Et je pense que les deux pays ont cette spécificité que l'Espagne et le Maroc, mais aussi le Portugal, ont la spécificité géographique, du moins, mais aussi historique, d'être vraiment le lien entre ce Sud global, Atlantique bien naturellement, et sa partie nord. Ce qui me facilite aussi la transition, et je me tourne vers Aldo Olcese sur cette Coupe du Monde qui sera
co-organisé par le Portugal, le Maroc et l'Espagne. Comment cela devrait renforcer davantage les liens de coopération entre l'Espagne et le Maroc? C'est notre sujet ce soir. Le principe de neutralité invoqué devrait nous permettre de faire la finale en Espagne. Si vous me permettez. Pas de souci, pas de problème. L'ouverture au Maroc. On ne peut plus neutre, c'est sûr. Mais... On ne peut plus neutre. Mais en tout cas. OK. Bon, alors, écoutez, le sujet sportif est fort. Vous le savez, est fort par tout le monde, en Espagne, au Maroc spécialement. Et c'est une très, très belle initiative. Je pense que c'est une initiative qui touche le cœur des deux peuples, qui nous rapproche plus à travers du sport, du football, même si on peut être en compétition sur le champ où se joue la finale. Mais à la fin, nous avons un projet commun dans un domaine nouveau, vous voyez. Et ça, c'est très intéressant, c'est joli. Et vraiment, c'est historique. C'est historique. Et je pense que ça va aider beaucoup à cette entente positive, à cette ambiance, comment dire, de coopération. Il faut même ajouter que le succès du Maroc dans la Coupe du Monde a présenté un Maroc nouveau, plus ambitieux, avec plus de réussite. Et nous, parmi lesquels je m'inclus, qui connaissons mieux la réalité polyédrique du pays, même dans l'économie, la politique, le social, on ajoute maintenant le sport, et c'est vraiment intéressant, et ça crée, comment dire, un ciment qui va nous permettre d'être mieux intégrés. Et il va faire certainement des jaloux. Mustafa Shahimi. Le mondial, précisément, ça va raviver la mémoire collective durablement. Je crois que c'est extrêmement important. Ajouter à cela que c'est un modèle de coopération triangulaire, que ce qui est fait entre Madrid et Rabat est tout à fait exemplaire, c'est un modèle à exporter pour ce qui est de l'Union européenne dans ses relations avec la Méditerranée, avec l'Afrique, avec le Maghreb, et je crois qu'il faut se féliciter de la dimension et de la nature des relations entre les deux pays. Et en tout cas, les populations se réjouissent d'avance de fêter ensemble et de vivre ensemble cet événement sportif de grande envergure comme un seul peuple finalement, les Portugais, les Espagnols et les Marocaines et les Marocains. Merci beaucoup, Mustafa Shahimi. Merci à vous. Merci Zakaria Boudahab. Merci à vous. Et mes remerciements vont également à vous, cher monsieur Olcese Aldo Olcese. Merci d'avoir été avec nous depuis Madrid ce soir. Merci à vous. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Très bonne soirée à tous.